Nous recevons maintenant le Congrès maghrébin du Québec, son secrétaire général et un bon ami, Lamine Foura. Donc, vous avez 10 minutes pour nous entretenir de votre présentation et après, il y aura échange avec Mme la ministre et les porte-paroles des deux oppositions. À vous la parole. Monsieur le Président, Mesdames, Messieurs les députés, bonsoir et merci de cette invitation pour participer à ce débat très important pour le Québec. Je fais la présentation au nom du Congrès maghrébin et ma présentation va s'étaler sur 3 grands points. Le premier point, on voudrait présenter quelques principes que nous considérons très importants dans ce débat pour s'assurer que cette valeur très importante qui est la laïcité soit mise en application au Québec en harmonie avec une société sans fracture sociale. Après, je commenterai un petit peu quelques articles du projet de loi et je passerai à la fin à une proposition que je ferai aux membres de la Commission, mais aussi à tous les partis politiques au Québec. En termes de principe, nous considérons que la laïcité est un élément non négociable au Québec et que la société québécoise, à travers son histoire et sa révolution tranquille, a choisi la laïcité comme un modèle qui gérait la société, qui gérait l'État. Et que cette révolution tranquille s'est caractérisée aussi par une approche progressive qui a permis une adhésion totale de l'ensemble de la société à la démarche de laïcisation de l'État, mais aussi à une démarche de sécularisation de la société. Parmi les principes qu'on considère très importants dans tout projet de loi ou dans toute démarche concernant la laïcité, c'est la cohérence, de façon à ce qu'aucun groupe ne se sente ciblé par cette laïcité, parce qu'en réalité, cette laïcité servirait l'intérêt de l'ensemble de la société, et même les religieux eux-mêmes doivent être les premiers à demander la laïcité, parce que les principes de laïcité leur garantissent une neutralité de l'État, de façon à ce que l'État ne soit pas d'un côté ou d'un bord d'un groupe religieux. Cette incohérence, à titre d'exemple, je trouve un petit peu malheureux qu'aujourd'hui au Québec, on parle beaucoup sur les signes religieux, qui peuvent être un problème sur la question de la neutralité, mais on ne parle pas du financement des écoles religieuses par l'État. On ne peut pas parler de laïcité sans attaquer d'autres problèmes qui font ou qui donneraient une impression que l'État n'est pas laïque à certains groupes et qui se sentent visés par certaines démarches de la laïcité. D'autres exemples que je pourrais donner dans les articles en termes d'incohérence, et on a retrouvé la même incohérence même dans le projet de loi de la Charte du Parti québécois, c'est l'article 6. Un concept juridique d'objection de conscience qu'on retrouve dans toutes les lois québécoises qui permettrait à un praticien de refuser de faire un acte médical pour des convictions religieuses, personnelles, des actes pour lesquels il est payé. Et je sens, en termes de perception, c'est une incohérence de parler de laïcité sans débattre de ce point-là, que, à mon avis, est aussi contraire à un principe de neutralité. Et je ne vise pas seulement ce projet de loi, je pense que même, comme je l'ai mentionné, en 2014, la même clause qui libérait les praticiens qui sont protégés par ce concept d'objection de conscience, d'assurer une certaine neutralité. Deuxième principe qui est très important, c'est la sincérité. Et sur la question de sincérité, c'est important aujourd'hui, après 10 ans qu'on tourne en rond depuis 2007 sur cette question des accommodements et de neutralité, que les partis politiques s'engagent à s'éloigner d'une utilisation partisane et électoraliste de ce sujet. Et quand je parle d'utilisation partisane et électoraliste, elle peut être à travers des propositions de projets de loi, mais aussi elle peut être par ne rien faire. Ne rien faire est aussi une position qui engendre des problèmes dans la société, parce que s'il y a un malaise, il faut qu'on fasse quelque chose. Mais loin de l'utilisation électoraliste ou partisane. Le dernier point qu'on considère qui est très important, l'avant-dernier point, sur ce sujet, c'est très important d'aller chercher un consensus. Il n'y a pas de bonne et mauvaise solution aujourd'hui. On a vu un juriste qui est passé. On peut avoir la semaine prochaine un autre juriste qui va donner un autre point de vue. Le débat est complexe d'un point de vue légal. Ce qui est important, c'est que la classe politique, les acteurs communautaires et sociaux s'engagent à aller chercher une solution de consensus. Une solution de consensus, elle ne va pas satisfaire tout le monde, mais elle représente un trait commun. Et je dirais que moi, qui a rejoint la société québécoise depuis une vingtaine d'années,
Ce que j'aime dans le Québec, c'est cet esprit de consensus. Et malheureusement, je sens qu'on l'a perdu depuis 10 ans à travers une bipolarisation de la société à chaque fois qu'on traite de ce sujet. Le dernier point aussi qui est très important, c'est la notion de clarté et de précision. C'est un sujet très sensible. On ne peut pas se permettre d'avoir des projets de loi qui portent à confusion, dans lesquels on dit la chose et son contraire. Je passerai directement à quelques commentaires sur le projet de loi dans lequel je vois que ces éléments ne sont pas présents. Sur l'article 9, où on confirme tout simplement un élément évident pour la majorité des Québécois que les services doivent être reçus et donnés à visage découvert, mais tout de suite on dit qu'un accommodement peut exister. Et en même temps, dans l'article 5, plutôt dans l'article 10, on dit qu'un accommodement ne peut pas être donné s'il compromet le principe de la neutralité religieuse de l'État. C'est comme on dit la chose et son contraire. Et moi, sincèrement, je suis mal à l'aise avec cette non-clarté d'une décision claire. Bien sûr qu'aujourd'hui, je considère que l'article 9, dans la partie, donc dans la confirmation que les services doivent être offerts à visage découvert et aussi donné, c'est un élément c'est très rare les gens au Québec qui sont contraires à ce point-là. Donc pourquoi l'affirmer et reculer à travers une possibilité d'un accommodement raisonnable? Un autre aussi élément que je considère, comme je l'avais dit, comme contradictoire sur la question de la cohérence, c'est tous les articles 4, 5 et 6 dans lesquels on affirme la neutralité, mais on donne des exceptions. Et en plus, ces exceptions ne sont pas seulement résultat de ce projet de loi, mais ils sont même dans les autres projets de loi présentés, entre autres par le Parti québécois, et d'autres propositions qui sont sur la table par les partis politiques, dans lesquels c'est comme il y a des sacrés qu'on ne veut pas toucher, mais l'impression que ça donne pour les personnes sur lesquelles des lois vont s'appliquer, c'est l'incohérence et qu'ils sont visés. Et c'est très important qu'on ne perde aucune personne de la société québécoise quand on parle de neutralité, quand on parle de laïcité, parce que la laïcité est faite pour le bien-être de tout le monde. Et à titre d'exemple, l'article 5, dans lequel on nous parle que quelqu'un qui va enseigner la religion, il peut ne pas être neutre. C'est un peu fort. Si on veut envoyer un message très clair, on va éviter d'utiliser des termes que cette neutralité, en fin de compte, il y a des dérogations dans la loi qui permettent d'être loin, et d'autres personnes, ils vont la subir parce que eux, tout simplement, on va leur interdire des choses. Donc c'est important d'avoir une démarche globale, incluant la question du financement des écoles religieuses, de façon à ce que notre démarche soit acceptable et aussi consensuelle. Comme dernier point, je ne vais pas rentrer dans aucun débat, je dirais, juridique sur la proposition. Ce que je propose, et c'est un appel du cœur, je ne représente pas la communauté maghrébine, je suis quelqu'un qui travaille au sein de plusieurs communautés culturelles, au sein de plusieurs organisations, et ce que je peux vous dire qu'aujourd'hui, la société québécoise a besoin d'un consensus. Ce que je propose, et c'est un appel du cœur à toute la classe politique, je pense que sur la question des accommodements raisonnables, je pense que nous devons travailler sur des règles très claires et nous devons faire l'effort à les clarifier. Pour moi, les accommodements raisonnables ne doivent pas créer un système en parallèle au système juridique qui est celui de toute la société, tout en prenant en considération notre histoire d'une révolution tranquille qui va accompagner les gens dans cette démarche. Concernant les signes religieux, depuis 2007, nous tournons en rond, depuis le 25 mai 2008 où le rapport Bouchard-Taylor a été mis sur la table, commandé par le Parti libéral du Québec, et on peut dire que tous les partis politiques depuis 10 ans ont adopté à un moment ou à un autre la position sur les signes religieux du Bouchard-Taylor. Je considère, et nous considérons au Congrès maghrébin, que aller avec la proposition de Bouchard-Taylor sur la question des signes religieux représente une solution consensuelle en s'engageant à ce qu'au moins dans les 2 prochains mandats, on évite d'utiliser ça pour des raisons politiques et on prendra un bilan à faire après 10 ans pour voir est-ce que les messages envoyés à travers cet engagement clair vers la neutralité représentent un consensus qui va nous permettre d'envoyer un message clair, mais en même temps voir si on pourra faire plus ou tout simplement considérer que le rapport Bouchard-Taylor sur la question des signes religieux est un consensus national. Et merci. Merci. Madame la ministre. Merci beaucoup. Beaucoup de contenu dans votre présentation, bien que très succincte. Vous mentionnez que à la lecture des articles, de certains articles, il y a un flou, qu'il y a
une notion de clarté puis de précision qui n'est pas présente. Je tiens peut-être à regarder avec vous, j'essaie de comprendre votre positionnement parce que vous faites référence notamment aux articles touchant les accommodements. Le concept d'un accommodement, c'est un concept qui est bien ancré dans la société. Il s'applique certes aux accommodements religieux, mais il peut s'appliquer également à d'autres types d'accommodements. On en a parlé ce matin, l'accommodement pour raison de handicap, pour un accommodement accordé à une employée qui est enceinte en raison de sa grossesse. Il s'agit de notions qui sont présentes, qui existent actuellement et auxquelles sont confrontés bien souvent les gestionnaires, les centres de la petite enfance, les écoles. Le projet de loi, ce qu'il se veut, c'est une mise en place de balises qui ont déjà été définies par la jurisprudence parce que les accommodements existent. Alors, on n'arrive pas avec une proposition qui est nouvelle. En fait, on arrive avec un encadrement juridique, des balises légales d'une pratique jurisprudentielle. Et on le fait parce que le rapport auquel vous avez fait référence mentionnait qu'il était important de baliser, de circonscrire ces accommodements, et on le fait à la lumière des paramètres qui ont été identifiés par les tribunaux. Donc, j'essaie de comprendre en quoi ce concept d'accommodement, pour vous, constitue un flou ou une contradiction avec le concept de neutralité, puisqu'ils existent déjà dans les écoles qui actuellement ne sont... dans l'école publique, qui est neutre. Il y existe, pour toutes sortes de raisons, des demandes d'accommodement présentées par et pour des élèves. Alors, en quoi cette notion-là est-elle floue ou contraire au principe de neutralité? C'est-à-dire que, premier commentaire, c'était par rapport à l'article 9 comparé à l'article 10, dans lequel on établit clairement que les services offerts et donnés en visa. Donc, et en même temps, on établit l'accommodement dans l'article. Et à l'article 10, numéro 3, on dit clairement que l'accommodement ne peut pas compromettre le principe de la neutralité. Donc, s'il ne peut pas, donc on ne peut pas avoir un accommodement sur l'article 9. Mais mon idée sur la question d'accommodement, c'est que moi, je crois que le vivre ensemble est aussi une valeur très importante dans nos sociétés. Et quand on essaye de trouver des solutions pour satisfaire des besoins particuliers et que ces besoins-là vont affecter le vivre ensemble, j'ai un malaise avec ça. C'est qu'il faut qu'on trouve un équilibre entre, et je vais donner un exemple. Donc, je préfère un État laïque qui va garantir des lieux de culte qui respectent les règles d'urbanisme, qui respectent les lois en termes d'urbanisme et en termes d'instauration d'un lieu de culte, au lieu de donner des lieux de culte dans les établissements publics. C'est que ça serait paradoxal de vouloir autoriser des lieux de culte dans les établissements de l'État et que l'État n'essaye pas de trouver des solutions à ce que toutes les religions puissent avoir des lieux de culte établis selon les lois d'urbanisme avec la question de zonage. C'est que des fois, souvent, si on laisse les gestionnaires prendre toutes les décisions sans leur donner plus de précision, j'admets que le projet de loi apporte certaines précisions. Mais je pense qu'il y a des cas particuliers sur lesquels le vivre ensemble aussi, l'harmonie dans la société, éviter des fractures sociales, soit aussi mis en avant. Moi, je considère que le droit de la religion est un droit fondamental, mais par contre, le respect du vivre ensemble, le respect du cadre qui est établi, est aussi une valeur aussi importante que celle de la religion. Et ce n'est pas un discours d'un juriste, je ne suis pas juriste. Moi, je viens du terrain. Je considère que cet équilibre qu'on doit chercher en tant que société est très important, et aussi qu'on envoie des messages très clairs à ceux qui demandent des accommodements, non pas en leur disant qu'on est contre vous, mais il faut qu'il y ait un système aussi pédagogique pour ramener les gens à créer un équilibre entre leurs droits individuels. Parce que si on met la question de la laïcité purement sur la question légale, c'est difficile d'avoir un consensus parce qu'aujourd'hui, il y a une divergence chez les juristes sur la limite
le débat qu'on a eu juste après mon intervention, il y aura d'autres personnes, donc il faudra qu'on soit conscient. Et je pense que je ne poserai pas la question des accommodements seulement sur la question de l'immigration, que en tant que société, parce que quelqu'un de souche pourra aussi adopter une religion qui pourra l'amener à vouloir avoir des accommodements, il faudra qu'on soit conscient que cette société démocratique, cette société laïque, elle fonctionne très bien parce qu'il y a aussi un vivre ensemble qu'on doit sauvegarder. Donc ce n'est pas contre la personne, mais c'est un équilibre que je dirais qui est très important et que le gouvernement, que nos lois doivent envoyer, mais aussi avec une cohérence, parce que comme j'ai mentionné sur des questions de l'objection de conscience que je considère problématiques par rapport à la question de la neutralité, sur la question de financement des écoles religieuses, et je peux vous parler, les gens ont la perception que derrière ces clauses-là, il y a des lobbies qu'on ne veut pas toucher, et que sur des sujets où il n'y a pas de lobby, on peut se permettre d'aller un peu plus loin. Donc c'est cet équilibre, parce qu'on gère aussi une perception. Et on ne voudrait pas aujourd'hui qu'une nouvelle loi, quelle qu'elle soit la loi, elle peut être très bonne, créer une fraction sociale sur une partie de la société. Donc c'est tout cet équilibre que je propose à aller chercher comme gouvernement, comme opposition et comme société. Vous abordez un élément qui est intéressant, c'est lorsque vous parlez des accommodements, vous mentionnez à quel point il est important que l'accommodement ne crée pas un privilège. Et c'est clair que l'accommodement ne doit pas être source de privilège. Et il est prévu à l'article 10 que l'accommodement ne doit pas imposer de contraintes excessives, doit respecter le droit d'autrui et que la personne qui sollicite, qui souhaite obtenir un accommodement, participe à la recherche de la solution. Donc, il y a cette préoccupation à l'égard du vivre ensemble et à l'égard de ne pas créer de droits supérieurs ou de créer de privilèges, elle est présente dans l'article. Je souhaite revenir sur un élément que vous avez abordé sur la question du service à visage découvert, qui a été abordé un petit peu plus tôt avant votre prestation. Vous savez, le principe, il est là. Les services sont reçus et sont offerts à visage découvert. Vous remarquerez que l'accommodement dont il est question n'est pas qu'un accommodement religieux. Les accommodements sont des principes qui existent et qui sont régis. Alors, ce que l'on indique, c'est que pour qu'il y ait un accommodement à ce principe-là, qui est un principe fondamental, on doit s'assurer qu'il n'y ait pas de contraintes, qu'il n'y ait pas de motifs qui portent atteinte à la sécurité, à l'identification et au niveau de communication. Alors ça vient donner un élément additionnel à celui ou celle à qui sera formulée la demande d'accommodement, additionnel aux autres critères. Donc, non seulement les autres critères sont considérés, parce que si on n'avait pas ajouté cet élément-là, les autres critères auraient été le critère d'appréciation pour déterminer si, face à ce principe général, il y a lieu d'avoir un accommodement. Mais on ajoute qu'il est nécessaire, et la raison du visage découvert est là pour des raisons d'identification, de sécurité et de communication. Et donc, ce sont des critères que l'on ne retrouve pas dans l'analyse d'une demande d'accommodement habituelle. Alors, on ne vient pas ouvrir la porte, on vient baliser de façon encore plus claire le pourquoi. Pourquoi on souhaite que dans la prestation de services publics, ça se fasse à visage découvert? Parce qu'on veut s'assurer que la personne qui reçoit le service, c'est bel et bien la personne qui a droit au service. Alors ça, c'est l'identification. Les enjeux de sécurité, évidemment, on veut s'assurer qu'on soit capable de bien identifier la personne. La communication, tout à l'heure, on a fait allusion au non-verbal. Ben, le non-verbal dans la communication est très important. Moi, lorsque je vous parle, lorsque j'échange avec vous aujourd'hui, je suis à même de voir votre réaction face à ce que je vous dis. Je peux aussi déterminer, est-ce que la personne à qui j'explique un droit ou un service comprend
ce que je lui explique. Pour un agent, par exemple, de l'État qui est en relation avec une tierce personne, le fait d'avoir le visage découvert permet de constater est-ce que la personne comprend, est-ce que la personne comprend bien la nature du service que je lui livre. Bref, il y a plein d'éléments comme ça. Par contre, il pourrait y avoir, et je le mentionnais à ma collègue de Tachereau un peu plus tôt aujourd'hui, des situations où une personne a le visage couvert pour des natures tout autres aussi. Pensons à quelqu'un qui a subi une chirurgie, qui a le visage couvert par des bandeaux, des grands brûlés. On peut avoir plein. Alors, il ne faudrait pas non plus... et on dit, ben oui, ça va de soi, mais parfois, il faut quand même encadrer le tout. Alors, je voulais juste vous rassurer parce que l'objectif, c'est pas de créer une... C'est pas exact ce qui a été véhiculé tout à l'heure, et on ne crée pas un droit de visage couvert. Au contraire, on affirme de façon claire et précise que dans l'État québécois et dans la prestation de service, c'est à visage découvert, et on explique pourquoi en indiquant dans le fond, il n'y a pas d'accommodement qui est accordé lorsque ces accommodements-là pourraient venir à l'encontre de l'identification de la sécurité de la communication. Madame la ministre, je voudrais réagir par rapport à ça rapidement. C'est que je vous comprends dans votre explication de la cohérence de la démarche. Moi, je vous parle, je dirais, loin d'une description juridique de la chose, des balises qu'on peut mettre. Moi, je vous parle du terrain, de ce qui se passe par rapport surtout à la communauté maghrébine, à titre d'exemple. Les gens veulent chercher un emploi. Les gens voudraient fermer ces sujets-là. Donc, si dans les lois qu'on propose, ça peut porter à confusion pour qu'on continue à en débattre, les conséquences sur l'insertion professionnelle des gens, c'est des conséquences très graves. C'est qu'il faudra qu'on arrive à trouver une solution de façon à ce que les choses se ferment sur ce sujet le plus tôt possible pour que les gens puissent se concentrer sur les vraies affaires. À titre d'exemple, on fait un débat sur le tchador. Au sein de la communauté, interdisez le tchador. Moi, je voudrais débattre, est-ce que les communautés culturelles sont bien représentées à l'Assemblée? Je voudrais pas débattre, est-ce qu'une femme peut le porter ou non? Aujourd'hui, tous les partis politiques, si on voit notre Assemblée nationale, n'est pas encore représentative de la diversité québécoise. Au-delà de ce que les gens peuvent porter, ils veulent pas le porter. Donc, c'est comme ce débat-là, c'est l'appel du cœur que j'ai fait à travers la proposition. Chaque projet de loi peut être justifié, chaque texte pourra être justifié par des juristes. Je pense qu'on a tourné en rond depuis 10 ans. Il faut qu'on puisse faire un pas significatif dans lequel on envoie un message très clair. On veut cette neutralité. Et autour de moi, j'ai des amis qui vont dire Bouchard-Taylor sur les signes religieux, c'est pas assez. J'ai d'autres qui vont dire non, ça va trop loin. Je sais, mais il faut aller avec une proposition qui a créé un consensus de façon à ce qu'on puisse avancer sur le sujet. Parce que, comme je dis, ce débat, il doit continuer dans la société. La société, les intellectuels, les médias peuvent en débattre, mais moi, c'est surtout l'utilisation politique de ce sujet-là qui traîne depuis 10 ans. Et par un laxisme et par une proposition des fois électoraliste, ces deux positions font trop mal à l'harmonie dans la société. Madame la ministre, 2 minutes. Ah bon. Je suis d'accord avec vous qu'il est important de se concentrer sur l'intégration des communautés culturelles dans la société québécoise. D'ailleurs, des gens disaient ce projet de loi va permettre d'affirmer de façon claire un certain nombre de principes, un certain nombre de paramètres, justement pour permettre de se concentrer davantage sur l'intégration d'une plus grande diversité au sein de l'appareil gouvernemental. Vous avez raison, on a la présence, et je pense qu'on mentionnait la Fédération des cadres de la fonction publique nous disait on a à peine, je crois que c'est 3% de nos membres qui s'identifient à une communauté culturelle à l'intérieur de l'appareil gouvernemental québécois. C'est infime, c'est famélique comme chiffre, c'est très peu. Et vous avez raison à l'effet que notre Assemblée nationale, nos instances publiques doivent faire des efforts pour être davantage représentatifs de la diversité, de la réalité québécoise. Puis la diversité, elle se décline de toutes les couleurs, de toutes les formes, et
Et elle est importante parce qu'on s'enrichit lorsqu'on a ces débats et lorsqu'on on amène une perception autre des différents enjeux auxquels la société est confrontée. Donc, l'objectif était de combler certains vides qui existent afin de reconnaître certains principes. Je comprends et j'ai mentionné certains collègues, certaines formations politiques souhaitent aller plus loin. Nous proposons une solution qui est pour nous une situation mitoyenne. Et je suis d'accord avec vous, si d'aventure on souhaite, après une période, pousser plus loin, bien, il appartiendra à d'autres formations de le présenter. Mais pour nous, il s'agissait d'un équilibre pour, on l'espère, passer à une autre étape et avoir des discussions cesser ces discussions qui portent sur l'apparence de l'autre. Commentaire, Madame la ministre, Madame la députée de Tachereau. Merci, Monsieur le Président. Bonjour, Monsieur Foy. Je représente aussi le Congrès maghrébin. Merci d'être là. Merci de votre cri du cœur. J'ai bien entendu. C'est pas toujours facile de se faire dire arrêtez de faire un enjeu politique de ce que nous sommes ou de ce qu'est la société ou de la diversité. Mais j'accepte ce cri du cœur, je le prends. Et je me demande comment je peux y répondre. Alors, mon échange va être sur cela, si vous permettez, parce que je pense qu'il y a bien des juristes qui sont venus et d'autres qui viendront étudier la loi au niveau juridique et comprendre sa portée. Mais ce dont vous nous avez parlé aujourd'hui, c'est pas de ça. Ce dont vous nous avez parlé, c'est de l'impact de nos discussions sur la société et sur une communauté, particulièrement la communauté maghrébine, qui voudrait passer à autre chose. Les autres aussi, on voudrait passer à autre chose, mettons. Vous avez ciblé des points qui font consensus. Je vais revenir sur d'autres, mais vous avez nommé entre autres la laïcité. Elle n'est pas inscrite dans la loi. Est-ce que pour vous, ce serait une avancée pour la société si ce qui est reconnu par tous, c'est-à-dire que l'État québécois est laïque, ce qui est dans notre tradition historique, devrait être inscrit dans la loi? Est-ce que vous pensez que c'est fondamental, que ça aiderait, ou vous dites, écoutez, cette étape-là n'est pas fondamentale à ce moment-ci? Je ne vais pas vous coincer, vous envoyer dans une direction. Je vous demande vraiment votre position. Ma position, pour respecter la cohérence, je pense que la question de la laïcité est un consensus. Je ne pense pas qu'il y ait une personne au Québec qui serait contre que l'État est laïque. Et je dirais surtout pour les minorités religieuses, ce serait dans leur intérêt que l'État soit laïque. C'est beaucoup plus pour les minorités religieuses que pour d'autres majorités. Donc oui, l'inscription de la laïcité fait partie pour moi de l'approche de consensus, qu'on soit clair que l'État est laïque, et en respectant, comme je dis, l'approche consensuelle de faire cette procédure. Parce que, vous savez, la laïcité, c'est comme la liberté. Hein. On n'est pas libre, c'est tout. On se bat à être libre. C'est un débat, c'est un combat continu. C'est la même chose de la laïcité. C'est qu'on va l'inscrire, et c'est une démarche collective d'aller vers un idéal qu'on ne peut pas atteindre dans un moment donné, mais qu'on doit toujours chercher à améliorer. Donc moi, je trouve que l'inscription dans une loi de l'État québécois va aussi envoyer un message très clair à tout le monde que nous voulons être laïcs. Je dirais nous voulons être parce qu'on ne peut pas l'être. C'est une démarche collective et les contradictions que j'ai soulevées, par exemple l'objection de conscience, le financement des écoles religieuses, démontrent aussi que c'est une démarche qui est aussi une particularité québécoise. Hein. Je suis originaire d'Algérie, donc je connais très bien l'histoire de France. Et on voit que le processus de laïcité française, qui a été un peu plus radical, a son histoire, a ses bienfaits, mais aussi, quand je suis venu au Québec, ce qui m'a marqué, c'est la notion de révolution tranquille. C'est une révolution qui avance, qui doit faire des pas. Parce que c'est pour ça on ne peut pas s'arrêter. Il faut qu'on avance, mais à notre vitesse et à la vitesse de la société. Et je pense qu'aujourd'hui, on est prêt à inscrire le mot laïcité dans une loi pour dire clairement que l'État québécois est un État laïque. Les autres éléments de la loi que vous avez soulevés ont été soulevés par beaucoup de gens, par nous entre autres. Puis je vais ici dire que ma collègue de la Coalition Avenir Québec a exprimé à peu près les mêmes réserves que moi par rapport à cette loi, c'est-à-dire que ça prenait des règles claires pour les accommodements raisonnables, c'est ce que vous avez souligné, pour aider justement à mieux se comprendre, que les signes religieux, il y a consensus autour de Bouchard-Taylor. Déjà, si on disait le mot, on prend les personnes en position d'autorité, juges, policiers et gardiens de prison, on vient de régler le problème. Hein?
c'est-à-dire une partie du problème, on avance, et l'autre, que le visage est découvert, ben, il faudrait que ce soit une règle et non pas une exception. J'ai bien compris que ces 3 éléments-là, pour vous, sont des éléments qui pourraient fonder le début de la démarche législative québécoise en cette matière. C'est exactement ça. Je considère ces éléments sont une étape aujourd'hui, après 10 ans de débat, après un pas en avant, 2 pas en arrière, après plusieurs, je dirais, fractures sociales hein, sur le terrain. Le débat est légitime. Hein. Il ne faut pas remettre en cause. Une société qui a ce genre de débat, c'est une société vivante. Donc, il ne faut pas que le débat dans la société arrête. Il faudra que nos intellectuels, nos universitaires, nos acteurs sociaux continuent à en débattre. Mais au niveau politique, à un moment donné, il faut qu'on fasse le pas qui, à mon avis, représente un consensus. Et comme je dis, le Parti libéral du Québec, c'est lui qui a fait le commande du rapport, donc il vient de lui. Le Parti québécois aujourd'hui adhère plus proche donc de cette position. La CAQ aussi, à un moment donné, il avait la position de Bouchard-Taylor, Québec solidaire aussi. Donc il y a un certain consensus sur 10 ans. Faisons ce pas-là. Il y a des gens qui vont pas aimer, il y a des gens qui vont considérer qu'on n'est pas allé loin, il y a d'autres qui vont considérer qu'on n'est pas assez, mais ça représente une moyenne, à mon avis, acceptable et qui serait une façon d'aller voir des autres problèmes qui sont aussi importants, comme la question de l'intégration, comme la question du vivre ensemble. Et j'ajouterais un élément important. Je pense que le problème de la laïcité, pendant 10 ans, on a considéré que c'est un problème de loi. Oui, c'est un problème de loi en premier lieu, mais c'est aussi un problème de pédagogie. C'est-à-dire que si on ne lance pas, sur la question des accommodements, oui, on peut améliorer les balises, mais aussi c'est lancer des programmes éducatifs aux gestionnaires, lancer des programmes éducatifs aussi à toute la société. Je vais vous donner un exemple. Sur la question des accommodements raisonnables, je suis de confession donc musulmane et ça arrive que des fêtes musulmanes arrivent dans des dates où j'ai un travail. Moi, je trouve que je n'ai pas à avancer mon appartenance religieuse pour avoir ma journée de congé. Par contre, si dans le système, dans l'entreprise où je travaille, il y a un système déjà qui me permet d'avoir des journées personnelles. Vis-à-vis de mon responsable, je ne dois pas avancer un élément personnel qui est la conviction religieuse pour avoir la journée, mais je peux tout simplement prendre une journée personnelle. Donc, c'est aussi une éducation collective et dans la majorité des cas, ça existe. Donc, des gens peuvent demander des journées personnelles, mais j'ai pas à ramener la motivation religieuse parce qu'en ramenant la motivation religieuse, je ramène un argument personnel qui n'est pas valable pour l'entreprise, qui n'est pas valable pour le supérieur. Donc c'est ce genre d'éducation aussi qu'on doit tous de donner, à trouver des solutions qui, tout simplement, on va utiliser les éléments communs de loi commune pour arranger. Parce que c'est sûr que je voudrais fêter la fête familiale qui m'est personnelle, mais je dois trouver des solutions personnelles et non pas ramener un argument qui concerne une conviction purement personnelle que je ne dois pas imposer à mon environnement. Écoutez, M. Foura, je vais répondre à votre appel. Je vais dire ceci autour de la table, aux parlementaires. Si on est prêt à s'asseoir autour des thèmes qui sont la laïcité, et celle-là, j'en fais même pas quelque chose de fondamental, même si j'y crois profondément, mais partons de la loi qu'on a devant nous. Là. Moi, je crois à la laïcité. J'aimerais ça que ce soit discuté, mais fondamentalement, si on donne des règles claires aux accommodements raisonnables, si on introduit les signes religieux, l'interdiction de signes religieux pour les personnes en situation d'autorité nommées par Bouchard-Taylor. S'il n'y a pas d'exception au visage découvert pour les personnes qui donnent le service, on peut travailler ensemble et arriver à une solution qui nous permettrait d'avancer. Maintenant, je vais vous le dire, si vous avez encore d'autres arguments pour convaincre la ministre, c'est le temps, parce que c'est la première fois que je le dis comme ça ouvertement, mais jusqu'ici, je n'ai pas reçu la réponse de l'autre côté. Alors, je vous le dis, voici... Il me restait 1 minute 45, je vous la laisse. Merci beaucoup. Ce que je peux dire sincèrement donc, à Madame la ministre, je comprends très bien l'approche, je comprends qu'il y a une explication juridique à la cohérence du projet de loi. Comme j'ai dit, les incohérences, je peux les faire aussi au projet de loi présenté par le Parti québécois en 2014. Je pense qu'il faut voir les choses autrement, il faut voir ce qui se passe sur le terrain, il faut voir des gens qui passent des entrevues le lendemain d'un débat autour de ce sujet et qu'ils ont des noms à connotation arabo-musulmane, les conséquences sont majeures, les conséquences sur des familles sont majeures, et je pense qu'il est arrivé, un moment après 10 ans de débat, d'essayer de trouver un consensus. J'ai fait une proposition de consensus, je ne dis pas que c'est la meilleure, mais je pense qu'on doit tous et toutes et tous être guidés par cet esprit de consensus et de s'éloigner d'un débat purement juridique sur la jurisprudence, sur des éléments que oui, elles sont réelles, elles existent, mais c'est ça mon point, c'est continuer à débattre
sur ce sujet va représenter. Et j'appellerai aussi un engagement collectif de la classe politique pour au moins les prochaines élections. Quand on parle d'immigration, quand on parle de diversité, j'aimerais qu'on parle d'emploi, qu'on parle d'engagement, de certains chiffres, comme on les avait fait dans certaines années où certains partis politiques sont engagés à 10% de diversité dans la fonction publique, qu'on s'engage, qu'on puisse à débattre sur des sujets comme la question de la représentativité politique et administrative, au lieu de débattre sur des sujets qui, en réalité, je ne veux pas remettre en cause la liberté individuelle religieuse des gens, ne touchent pas l'intérêt collectif, même des communautés, même des minorités religieuses. Merci. Madame la députée de Monterville. Merci, Monsieur le Président. Bonjour, Monsieur Fourant. Toujours un plaisir de vous entendre. J'ai pris des notes pendant que vous parliez et naturellement, mes propos vont rejoindre ceux de ma collègue de l'opposition officielle parce que vous avez dit, puis je prenais des notes, là, la laïcité, c'est un élément non négociable au Québec. Ça a été choisi au Québec comme un modèle. Vous dites plus loin, la laïcité est faite pour le bienfait de tout le monde. Tout comme vous, j'ai sursauté quand j'ai lu la loi et que j'ai vu le projet de loi que le mot laïcité n'y apparaissait même pas. Tout comme vous, je souhaite que ce mot y apparaisse. Il est très important. Vous parlez d'un consensus, des éléments qui font un consensus. Ça fait 10 ans qu'on en parle, les Hérouville, les accommodements, etc., Alouette. Projet de loi, il y en a eu quelques-uns. Bouchard-Taylor était effectivement une commission mise sur pied par le gouvernement libéral de M. Charest. Pour nous, c'est un minimum. Bouchard-Taylor à l'égard des signes religieux, je pense la même chose que vous. J'aimerais que Mme la ministre pense aussi la même chose parce que vous dites une chose qui m'a touchée, vous dites qu'il ne faut pas que ce soit un projet de loi politique. C'est sûr, on est tous des politiciens ici. Mais Mme la ministre nous a clairement dit que ce n'était pas le projet de loi du PQ, c'était le projet de loi du Parti libéral. Alors, c'est clair que le nid est fait. Moi, j'aimerais tout comme vous, qu'on mette minimalement, qu'on inclue minimalement le fait que l'État québécois est laïque, que ces mots y apparaissent. La recommandation de Bouchard-Taylor sur l'interdiction de port de signes religieux pour les personnes en position d'autorité coercitive, et elles sont nommées, vous les connaissez, c'est clair, c'est précis. Je dis comme vous, le signal serait fort. Déjà, on aurait un bon bout de chemin à faire. Et Madame la ministre a dit quelque chose, et j'ai pris une note parce que ça m'a fait sursauter. Elle dit « Je veux cesser ces discussions qui portent sur l'apparence de l'autre ». Et là, je pense que c'est là qu'on ne s'entend pas parce que je ne crois pas que ce sont des discussions qui portent sur l'apparence de l'autre. Je crois que nous sommes ici pour travailler sur un projet de loi qui parle de la place du religieux dans l'État. Et tout comme vous, je pense que c'est une question que la société devrait se poser. Et à cet égard, et à la lumière de ce que Mme la ministre vient de dire, et je vous poserai la même question que ma collègue, l'opposition officielle, que faire et que lui dire, et je vais vous laisser la parole, pour la convaincre d'inclure dans son projet de loi la laïcité de l'État québécois, d'inclure dans son projet de loi la recommandation visant l'interdiction de port de signes religieux, celle qui est minimalement édictée par Bouchard-Taylor. Ne serait-ce que ça pour commencer, qu'est-ce qu'il faut lui dire, qu'est-ce qu'il faut faire? Je reviens à la même chose, comme je dis que, et je ne voudrais pas blâmer un parti plus qu'un autre, parce que tous les partis politiques ont participé à ce débat depuis 10 ans. Comme j'ai dit, je suis venu vous parler avec un message du cœur de ce que beaucoup de gens, je pense, vivent aujourd'hui au Québec, même s'ils ne sont pas concernés par les signes religieux, qu'à un moment donné, il faudra qu'on puisse avancer. Et je considère, comme je l'ai dit précédemment, l'inscription de la laïcité dans une loi québécoise, je ne vois pas ça comme étant un problème qui va toucher le droit de quiconque au Québec, parce que tout le monde, même durant le débat en 2014, je n'ai pas vu quelqu'un on peut avoir des interprétations différentes sur les détails de l'application d'un principe de la laïcité, mais je pense que c'est un principe qui va permettre de tourner la page sur ce débat-là. Revenir à la recommandation Bouchard-Taylor, ça reste un débat théorique, donc ça va permettre de calmer les esprits, de voir qu'on avance. Et je terminerai par un élément très important. Dans ma proposition aussi, j'ai ramené un point très important, c'est qu'il y a un engagement politique collectif de la classe politique, qu'on éviterait au moins en 2018 de débattre de ce sujet si le gouvernement libéral accepte d'être mis. Je pense que, vous savez, actuellement au Québec,
je suis sûr que vous êtes conscient, au-delà du débat sur la laïcité, on a une crise de l'image du politicien, on a une crise, il y a des scandales un peu partout, il y a des problèmes. Je pense que sur ce dossier aussi sensible, c'est une occasion à toute la classe politique de démontrer qu'à un moment donné, oui, on peut avoir des idées différentes, à un moment donné, on peut avoir une divergence sur des sujets aussi sensibles, mais à un moment donné, toute la classe politique est capable de se mettre autour d'une table pour proposer un consensus qui va démontrer que l'intérêt de la société, c'est le premier objectif de la classe politique québécoise et il faut saisir cette occasion, à mon avis. Et s'il me reste quelques secondes, sur l'article 9, vous avez dit à juste titre, on parle du visage découvert, vous dites, on dit une chose et son contraire. Madame la ministre a dit non, on ne permettra pas le visage découvert, mais lorsqu'on lit l'article 9, on nous dit que les services sont donnés et rendus à visage découvert, mais on va permettre un accommodement s'il est demandé. Donc, on va permettre le visage couvert. Vous avez tout à fait raison. Je voulais juste spécifier ceci. Je vous remercie infiniment pour votre présentation. Merci à tous. Merci, M. Lamine Foura, représentant le Congrès maghrébin, d'être venu nous entretenir sur le projet de loi 62 aujourd'hui. Nous allons... Oui, on est rendu là. Eh oui. La commission ajourne ses travaux à demain, jeudi 27 octobre, où elle se réunira en séance de travail à 8 heures, puis en séance publique après les affaires courantes, où elle poursuivra les auditions publiques. Merci.